Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui sera aujourd'hui consacré aux plaintes et réclamations, donc avec le sujet gérer les plaintes et réclamations sur le logiciel en lien avec le référentiel HAS. Donc je serai aujourd'hui accompagné de Cynthia Migliorero, qui est donc formatrice et consultante chez Qualité Val Entreprise, qui gère le management de la qualité, la santé et sécurité au travail et qui est également évaluatrice sur la nouvelle réforme de la HAS. Je suis moi-même Antoine Maître, donc responsable du développement du logiciel Qualité Val chez Qualité Val Entreprise. Donc Qualitéval Entreprise, comme vous le savez, propose un logiciel qualité qui est donc le logiciel Qualitéval dont nous allons parler en partie aujourd'hui, avec une présentation en live du nouveau module. Nous sommes également organisme de formation certifié Calliope et nous proposons différentes formations, notamment des formations et des accompagnements de métiers et bien évidemment toutes les formations au logiciel Qualitéval. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Bienvenue à tous. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran un onglet chat dans lequel vous pouvez échanger avec nous. N'hésitez pas également à nous indiquer si le son passe bien, la vidéo aussi, si tout est OK de votre côté. Vous aurez également, juste à côté de l'onglet chat, un onglet questions. Donc, je vous invite tout au long de la présentation à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre en fin de webinaire. Ça permettra de les partager à l'écran si vous posez vos questions dans cet onglet-là. Ça vous permettra également de pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, on pourra y répondre en priorité. Et en fin de webinaire, donc pendant cette période de questions-réponses, je vous proposerai un ou deux sondages rapides pour avoir votre avis et votre retour, ce qui nous permet de faire évoluer nos webinaires et de toujours vous proposer du contenu plus intéressant. Voilà, je vais passer la parole à Cynthia pour vous parler des plaintes et réclamations aujourd'hui. À toi, Cynthia. Merci beaucoup Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Cynthia Miguero et je vais vous accompagner pendant ce webinaire. On va déjà introduire le webinaire par ce que dit le référentiel de la Haute Autorité de Santé, donc cette nouvelle bouture qui est venue tous un petit peu nous impacter. Et on s'est bien rendu compte que les plaintes et réclamations étaient un critère impératif. Donc, au niveau du critère impératif, le 3.12.1, on retrouve le SSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Le 3.12.2, le SSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. Et le 3.12.3, les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. Donc, on va s'appuyer effectivement sur ces critères pour savoir quels sont les attendus des critères impératifs sur la nouvelle bouture de la Haute Autorité de Santé. On va présenter les notions essentielles. Donc, qu'est-ce qu'une plainte et une réclamation? Donc, une plainte constitue le fait de rapporter une activité, un état des choses ou un comportement répréhensible à une autorité administrative, civile, pénale ou disciplinaire. Une réclamation, c'est l'action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit. La réclamation client ou effectivement résident est l'expression d'une insatisfaction qui est du coup attribuée à un organisme et dont il demande le traitement. Que ce soit une plainte ou une réclamation, dans tous les cas, ça constitue l'expression d'un mécontentement. L'ensemble des plaintes et des réclamations formulées par les personnes accompagnées ou leur entourage, leurs proches, ainsi que les réponses apportées par l'établissement, doivent être tracées et analysées dans le cadre de la démarche qualité. Ça fait partie des droits fondamentaux de la personne accompagnée. C'est bien pour ça qu'on en fait un critère impératif. Vous allez avoir différentes formes d'expression d'une plainte ou d'une réclamation. Dans un établissement, tout d'abord, vous pouvez avoir une plainte ou une réclamation écrite. C'est-à-dire que le mécontentement va être formalisé par le biais d'un courrier qu'on va vous adresser, donc un courrier postal, un courriel,
ou alors vous avez peut-être un registre des plaintes et des réclamations qui est situé à l'accueil ou dans un lieu ressource. Ça peut être aussi un commentaire sur internet ou autre. Mais vous avez aussi, et ça c'est quand même beaucoup plus courant, c'est-à-dire la plainte ou la réclamation orale. Donc elle peut être exprimée, effectivement, donc des fois tout simplement par, la personne accompagnée la personne accompagnée qui va faire, du coup, remonter cette insatisfaction au professionnel et après le professionnel doit faire remonter cette information via le registre des plaintes et réclamations pour avoir une traçabilité. Plus généralement, on retrouve dans nos établissements ou dans nos services quand même des plaintes ou des réclamations orales. Mais en tout cas, ce qu'on attend des établissements, c'est d'avoir une organisation, une gestion des plaintes et des réclamations. Alors, quelles sont les obligations de l'établissement? Les établissements, les structures ou les services doivent veiller à centraliser le traitement des plaintes et des réclamations, mettre en place un suivi des plaintes et des réclamations, mais aussi présenter le suivi des plaintes et des réclamations aux membres du CVS, si tant est que vous soyez soumis, du coup à la création du CVS. Vous devez aussi veiller à avoir une procédure institutionnelle connue de tous. Donc, qu'est-ce que l'on entend par procédure institutionnelle? Ça veut dire qu'on attend que vous formalisez le circuit des plaintes et des réclamations, que vous puissiez du coup intégrer toute cette formalisation dans une procédure, que bien sûr vous puissiez la présenter à l'ensemble des professionnels, que vous puissiez la faire émarger et surtout la mettre à disposition. Dans cette procédure, vous allez du coup, identifier ce que l'on appelle une personne ressource, c'est-à-dire que ça peut être le directeur ou le responsable qualité, par exemple, ou peut-être l'adjoint de direction, par exemple, qui va venir recueillir et instruire les plaintes et les réclamations dans le registre. En plus de cette partie formalisation, vous devez disposer d'un outil qui est adapté aux personnes accompagnées. Selon le type de public que vous allez accueillir ou recevoir du coup dans votre structure, vous allez devoir mettre en place un registre, donc des plaintes et des réclamations, mais adapté aux personnes accompagnées. Et souvent, on se rend compte qu'on a du coup un outil qui n'est pas forcément adapté aux personnes accompagnées. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir un petit peu adapter cet outil avec des outils peut-être plus adaptés selon le type de population. Les structures doivent veiller à sensibiliser les professionnels à une écoute du coup de proximité et de bien sûr les sensibiliser sur l'organisation du traitement des plaintes et des réclamations. Il faut que les professionnels soient au courant de comment ça fonctionne pour recueillir et traiter une plainte et une réclamation. Mais il faut aussi informer les personnes accompagnées des modalités d'expression. Ça veut dire que vous devez intégrer dans vos outils de la loi 2022, donc votre livret d'accueil, règlement de fonctionnement, une information sur comment recueillir une plainte et réclamation. Il faut qu'ils soient au courant finalement de où se trouve le support et comment ils peuvent réaliser une plainte ou une réclamation. Donc, quel est le circuit des plaintes et des réclamations? Vous devez vous poser certaines questions pour établir ce circuit. Les personnes accompagnées et leur entourage sont-elles correctement informées des moyens qui sont mis à leur disposition? Souvent, quand on est en évaluation et qu'on rencontre par exemple les membres du CVS et qu'on leur demande s'ils ont un compte rendu des plaintes et des réclamations, la plupart du temps, ils ne connaissent pas le registre ou ils ne connaissent pas la procédure des plaintes et des réclamations. Quand on pose la question aussi à la personne accompagnée pour savoir si elle est au courant de comment recueillir effectivement, ses plaintes et ses réclamations, la plupart du temps, elle ne connaît pas, le lieu, donc du registre ou elle ne connaît pas la procédure et elle va souvent nous dire: «Ben, moi, dès que j'ai un problème, je vais voir le chef de service ou je vais voir l'IDEC ou je vais voir le cadre» et cetera. Donc, le fait que la réclamation soit orale, ce n'est pas un problème, mais il va falloir quand même à un moment donné, la formaliser dans un registre pour que nous, on puisse avoir une traçabilité. Il faut se poser la question, bien sûr, si le dispositif que l'on a mis en place est adapté. Des fois, on a un registre des plaintes et des réclamations, qui est situé à l'accueil, mais qui n'est pas adapté. C'est-à-dire que pas tout le monde des fois, on a des personnes qui ne savent pas écrire aussi et qui ne savent pas lire. On a aussi des personnes, des fois, qui ne sont pas en capacité de pouvoir écrire sur ce registre. Donc il faut peut-être, adapter des outils par rapport à notre public.
Donc aussi, lorsque la plainte et la réclamation est orale, comment on conserve une trace écrite? Comment on récupère l'information et comment on la conserve pour qu'on puisse avoir aussi, nous, une traçabilité des actions que l'on a mises en place. Lorsqu'un mécontentement, du coup, est exprimé, est-ce qu'on apporte une réponse immédiate? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Parfois, on ne peut pas apporter une réponse immédiate tout de suite. Il va falloir que l'on analyse et qu'on aille chercher des informations auprès des professionnels, d'un prestataire ou autre. Donc ça aussi, il faut le noter dans la procédure. Comment on s'organise pour recueillir les informations? Quel est aussi notre délai de traitement? Quel est le délai de prise en compte d'une plainte et d'une réclamation au sein de notre structure? Alors la plupart du temps, quand c'est des problèmes de prise en charge ou autre, on essaye d'avoir une réponse rapide, mais on est quand même, censé devoir se donner, on va dire un délai de prise en compte et de réponse au plaignant. Et est-ce que le plaignant est au courant des actions curatives qui sont mises en place? Est-ce qu'on lui a fait un retour? Un retour oral, un retour écrit, mais est-ce qu'on a fait un retour à la personne qu'on a bien pris en compte sa réclamation? Est-ce qu'il existe une traçabilité de l'analyse des plaintes et des réclamations? On vous demande ça, de réaliser une analyse de vos plaintes et de réclamations et bien sûr de transmettre cette information au CVS. Donc, on vous demande d'avoir un outil qui puisse vous aider à analyser ces plaintes et ces réclamations, peut-être par catégorie, par gravité, pour que vous puissiez aussi éviter parfois cette récurrence et vous puissiez avoir un suivi. Le but étant d'avoir un minima un bilan annuel. Comment est réalisé le suivi des actions curatives? Si vous décidez de mettre en place des actions, comment elles sont suivies avec les professionnels? Comment vous les suivez au niveau de la direction? Est-ce qu'on a des dates d'échéance? Est-ce qu'on a des dates, est-ce qu'on a aussi une date de commencement de l'action, par exemple? Est-ce qu'on a un pilote, un responsable de l'action? Et du coup, est-ce que vous réalisez ce bilan annuel des plaintes et des réclamations? Toutes les plaintes et les réclamations doivent être centralisées. Après réception donc de la plainte, une personne doit être chargée de transmettre l'information au responsable du service concerné. Et le plaignant doit être averti de la bonne réception dans un délai rapide. Vous allez voir après sur le logiciel Qualitéval que nous, on propose un délai de 48 heures pour accuser bonne réception de la plainte ou de la réclamation. La plainte ou la réclamation, va falloir l'analyser. Quel est le type de plainte ou de réclamation? Médicale, organisationnelle, est-ce que ça provient de la lingerie, de la restauration? Il va falloir aussi donc la catégoriser. Le niveau de gravité. Il y a certaines, du coup, plaintes et réclamations qui nécessitent des actions immédiates. Suite à l'analyse des informations, vous allez devoir remettre un courrier, ou un courriel ou une réponse à destination donc du plaignant, qui sera souvent rédigé par le directeur d'établissement sur la base des informations qui ont été recueillies. Effectivement, le retour au plaignant est une obligation dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Qualitéval propose un délai de J+7 à J+14 pour que vous puissiez répondre en fait à cette réclamation et que vous puissiez faire ce courrier de réponse au plaignant. Vous devez apporter un soin particulier, pardon, à la réponse que vous apportez à la personne. Donc, bien sûr, être précis et exhaustif, savoir reconnaître ses erreurs quand il y a eu vraiment un problème au niveau de l'établissement, répondre avec tact et bien sûr être cordial. Vous devez effectivement soigner la présentation de la lettre, préciser effectivement le nom et l'adresse de l'établissement. Effectivement, il va falloir peut-être s'impliquer en disant nous, vous faisons une réponse sur la réclamation, reformuler la demande et la réclamation de manière très claire et concise, et effectivement éviter tout jugement de valeur. L'établissement, réalise un retour sur le traitement des plaintes et des réclamations, pas qu'aux membres du CVS, mais aussi aux professionnels. Les professionnels doivent être au courant, du traitement, effectivement, des plaintes et des réclamations. Ils doivent être partie prenante dans ces plaintes et ces réclamations. Le retour donc, aux professionnels, aux membres du CVS et aux plaignants, c'est aussi une obligation dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est le critère impératif 3.12.2. Les éléments de preuve que vous allez devoir fournir, c'est un registre des plaintes et des réclamations,
le support qui est à disposition des personnes accompagnées, donc support adapté, la procédure mise à jour, diffusée et connue des professionnels, un courrier type peut-être, d'accusé de réception et de réponse aux plaignants, des exemples d'analyses réalisées et de plaintes et de réclamations que vous avez pu avoir dans la structure, les bilans réalisés, qu'ils soient trimestriels déjà au CVS et aussi un bilan annuel, et toutes les communications que vous avez pu faire à ce sujet. Des affichages, peut-être un affichage à l'entrée pour dire en cas de plainte et de réclamation, par exemple, le registre se situe ici. Toutes les communications que vous pouvez faire à ce sujet. Une newsletter, tout ce qui pourrait avoir et du coup informer la personne accompagnée et les professionnels de cette procédure. Les points clés à ne pas oublier pour répondre aux critères impératifs. Vous devez transformer votre regard et bien sûr valoriser les plaintes et les réclamations. C'est un réel outil de la démarche d'amélioration continue. C'est un petit peu comme les événements indésirables. Vous devez favoriser l'expression des personnes accompagnées. Dans le référentiel, tout ce qui est expression et participation de la personne accompagnée, c'est extrêmement important. Le fait qu'ils puissent pouvoir émettre des plaintes et des réclamations, ça fait partie des droits fondamentaux de la personne accompagnée. Vous devez sensibiliser les professionnels à ce sujet. Quand on parle de sensibilisation, n'oubliez pas que pour les éléments de preuve, vous devez fournir une feuille d'émargement, une preuve comme quoi vous avez bien sensibilisé les professionnels à cette procédure. Avec bien sûr l'expression et la participation des personnes accompagnées, vous devez réaliser des questionnaires de satisfaction pour les personnes accompagnées. Et pourquoi pas, dedans, les interroger s'ils connaissent ce registre des plaintes et des réclamations et s'ils connaissent la procédure pour pouvoir émettre une plainte et une réclamation. Ça vous permettra peut-être de réajuster derrière selon les résultats de l'enquête. Allez au-delà de la réponse apportée. Vous devez vraiment engager un processus d'analyse. Vous devez vraiment réfléchir pourquoi il y a eu une réclamation à ce sujet. Sur du linge perdu, sur beaucoup de réclamations par rapport à la restauration. Essayez vraiment d'analyser l'organisation de l'établissement et d'avoir des réponses du coup effectivement aux plaignants, mais vous aussi de mettre en place des actions curatives pour améliorer le fonctionnement de l'établissement. Vous devez exploiter les statistiques et en tirer des conclusions pour vous améliorer. Je vais vous présenter le logiciel. Donc, effectivement, on a un module plainte qui va vous permettre de pouvoir créer ce registre des plaintes et des réclamations et de pouvoir répondre aux critères impératifs demandés par la Haute Autorité de Santé. Hop. Donc ici, effectivement, vous allez retrouver le logiciel. Donc, on retrouve ici le module plainte. On va retrouver des indicateurs au niveau du tableau de bord. Donc, on va retrouver les plaintes et les réclamations en attente, la répartition entre les plaintes et les réclamations et bien sûr les échéances dépassées. On va voir qu'on a mis des échéances au niveau de qualité val. Vous avez le total des déclarations, 16 déclarations sur 12 mois. Hop, excusez-moi, le temps que je parle, déconnecter. Alors, on arrive sur le registre des plaintes et des réclamations. Vous allez retrouver bien sûr les différents statuts, comme les autres, du coup, par exemple, pour le module incident, on retrouve des statuts de traitement. Donc là, vous avez le statut 1 qui est le recueil, vous avez la numérotation qui se fait automatiquement, la catégorie, la gravité, le jour de la déclaration, une échéance, et vous avez du coup le plaignant et le déclarant. Vous pouvez retrouver donc ce registre des réclamations que vous allez pouvoir bien sûr générer en format PDF. Donc, vous allez pouvoir créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une déclaration que j'ai déjà réalisée pour vous montrer l'intégralité d'une déclaration. Vous avez bien sûr des filtres pour pouvoir filtrer votre tableau de bord, donc avec une date de début, une date de fin, filtré par gravité, par catégorie, par statut, origine, etc. Vous pouvez avoir des filtres prédéfinis qui sont les délais dépassés, les délais bientôt dépassés et les délais non dépassés.
Vous avez un tableau de statistiques qui permet du coup d'avoir des statistiques, qui peuvent être présentées, aux différentes parties prenantes. Vous avez le respect des délais et les statuts des déclarations. Vous retrouvez aussi, par exemple, les déclarations au total, la déclaration en recueil, et cetera. Alors, je vais vous montrer du coup une déclaration qui a déjà été réalisée. Quand une déclaration est réalisée et traitée, elle bascule automatiquement dans les déclarations archivées. Parfois aussi, on a des réclamations ou des plaintes qui ne sont pas réellement des plaintes et des réclamations, qui sont peut-être aussi des événements indésirables et dans ce cas-là, on se retrouve avec des plaintes et des réclamations qui n'ont rien à faire dans notre registre. Vous avez la possibilité de les classer sans suite, donc elles ne sont pas du tout supprimées. Vous allez pouvoir garder donc toute la formalisation, et tout l'historique, de ces déclarations, mais vous allez juste, les mettre automatiquement dans la partie archives. Donc, il y a 4 statuts, donc recueil, prise en compte, analyse et archive. Vous allez pouvoir avoir la partie recueil, donc on retrouve le nom du déclarant, l'adresse, et la date à laquelle on a reçu la déclaration. On va avoir un texte sur lequel on va noter finalement quelle est la plainte ou la réclamation. Donc là, on est, sur une plainte et une réclamation d'une personne qui a perdu 10 vêtements en un mois. On peut le voir souvent quand même dans les FSMS, des problèmes de lingerie, de perte de vêtements et donc on a une personne qui a perdu 10 vêtements en un mois et qui ne souhaite plus du coup que la structure s'occupe de son linge. On n'a pas d'éléments ajoutés, pas de pièce jointe, mais on aurait pu avoir une pièce jointe. On peut télécharger la déclaration au format PDF directement. Le rôle derrière de la personne qui va traiter, et analyser cette déclaration, c'est tout simplement de la classifier, soit en plainte, soit en réclamation ou soit en sans suite. Donc moi, là, par exemple, je l'ai traité en réclamation et j'ai créé directement un courrier d'accusé de réception que vous pouvez personnaliser dans la partie paramètres. Donc, soit vous faites un courriel et vous rentrez l'adresse mail donc du plaignant, soit vous faites un courrier et ça vous crée directement le courrier. Donc, j'accuse réception de votre déclaration de réclamation en date 2. On voit déjà que le courrier ou le courriel est déjà pré-rempli par Qualitéval. Donc, je vais étudier votre requête avec le personnel concerné pour pouvoir vous apporter une réponse définitive sous 15 jours. Donc, je crée mon courrier d'accusé de réception. En fait, Qualitéval, il vous donne 48 heures pour envoyer ce courrier d'accusé de réception. Donc, on reste dans le vert quand on est toujours dans ces 48 heures. Du moment où on va passer ces 48 heures, on va avoir du coup ces informations qui vont être en rouge ici. On peut télécharger notre courrier d'accusé de réception et le ranger dans une pochette au besoin. On peut télécharger toutes les pièces justificatives. Et après, on va analyser. On va On va catégoriser, donc moi j'ai mis lingerie, mais vous pouvez du coup avoir différentes catégories et vous allez pouvoir aussi mettre une gravité, mineur, majeur, et cetera. Vous allez avoir la possibilité de mettre des commentaires et effectivement de pouvoir, intégrer quelles ont été les actions correctives qui ont été mises en place. Soit vous faites un commentaire libre et là on voit que AD3 qui est une société qui s'occupe du linge, par exemple des personnes accompagnées, a été contactée et vous pouvez aussi directement lier une action avec votre plan d'action. C'est pareil que pour les autres modules, soit vous avez déjà une action dans votre module action et vous pouvez aller la récupérer et la lier, soit vous allez créer, une nouvelle action d'amélioration. Vous pouvez joindre des documents, donc j'aurais pu joindre par exemple, le courriel de AD3 ou le bon par exemple, des vêtements que l'on a retrouvés et après je peux donc ajouter les pièces jointes, je vais enregistrer les informations et je vais générer directement mon courrier de réponse. Donc, après analyse et transmission par oral, nous sommes mis en contact avec la société. 5 vêtements sur 10 ont été récupérés. On aurait pu proposer, un dédommagement, financier ou autre pour les autres vêtements. Mais, là, j'ai un délai, de 14 jours pour répondre donc aux plaignants. Quand que je suis dans le délai, ça reste donc en vert. Du moment où je passe le délai, ça va m'avertir que je suis en retard sur le traitement, de ma plainte et de ma réclamation. Et après, je peux toujours pareil, télécharger mon courrier de réponse. Si la réponse convient au déclarant, dans ce cas-là, je vais cocher oui, la réponse convient et ma déclaration va directement se mettre dans les déclarations archivées.
Si la réponse ne convient pas, je vais cocher la réponse ne convient pas et ça va se mettre, au statut analyse et dans ce cas-là, on va devoir recommencer en équipe l'analyse de notre déclaration. Ça veut dire qu'il manque quelque chose pour, répondre à notre plaignant et on repart, du coup, au niveau, du stade qui est ici, que je vous remonte, du stade de prise en compte. Donc, vous allez pouvoir retrouver, là, c'est l'intégralité du traitement d'une plainte et d'une réclamation. Vous allez effectivement pouvoir retrouver, chose importante, dans la partie paramètres, c'est, tout ce qui est création, des courriers, donc, l'édition de l'accusé de réception que vous allez pouvoir personnaliser. Pareil pour le courrier de la réponse définitive et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir générer des QR codes et des formulaires. C'est-à-dire que selon le nombre d'activités que vous avez sur votre licence, vous allez pouvoir générer votre formulaire. Donc, vous allez avoir un QR code avec marqué activité, le nom de la structure et ils vont pouvoir du coup scanner le QR code. On n'a pas besoin d'avoir un accès donc qualité VAL pour faire ça. Ils vont remplir le formulaire, c'est exactement pareil que pour le module enquête et ils vont pouvoir, remplir leur plainte et leur réclamation. Ça va venir directement s'alimenter sur votre module plainte et vous allez avoir ici la nouvelle plainte et réclamation. Elle va ressortir en vert parce que du coup, vous serez toujours sur un bon délai de traitement. Au niveau du registre, effectivement, ici, la possibilité d'imprimer et de générer notre registre pour pouvoir le présenter, par exemple, aux membres du CBS, pour pouvoir le présenter aux professionnels, et la possibilité, effectivement, ici, de créer une nouvelle déclaration. Voilà, ça c'est pour, notre nouveau, notre module plainte. Peut-être que je vais laisser, Antoine, reprendre la main. Eh bien, écoute, je te remercie, Cynthia. Effectivement, c'était très complet. Merci pour cette présentation. Donc, quelques éléments complémentaires. Donc, sur la partie paramètres, ce que tu as montré, effectivement, il y a des modèles de courrier qui sont proposés par défaut par le logiciel. Et ce que tu as tout à fait justement dit, c'est que vous pouvez personnaliser ces modèles. Et donc, sur la base de ces modèles, dans la partie déclaration, vous retrouverez le texte et vous avez la possibilité, ce que vous voyez notamment en jaune, d'intégrer des variables qui vont reprendre les valeurs de votre dossier de déclaration. C'est-à-dire qu'on va récupérer automatiquement la civilité du plaignant, le nom du plaignant, et on va Oui, compléter le texte pour vous éviter de devoir le faire manuellement. Donc ça, vous pouvez vraiment exactement. personnaliser. Vous avez la possibilité de choisir et de rajouter des variables à n'importe quel endroit du texte. Donc il y a un certain nombre de variables qui sont disponibles et que vous pouvez réutiliser facilement. Voilà, donc je vous laisse faire vos essais pour obtenir ça. Évidemment, au niveau du texte de réponse, il y a souvent un élément qui est dépendant du dossier. Donc, en général, on ne peut pas faire un modèle générique de réponse, ce qui est plus vrai pour l'accusé de réception. Donc, il y a toujours une partie où on va réécrire du texte qui va être spécifique au traitement du dossier. Voilà. Alors, on va passer aux questions. Donc, première question qui avait été posée, qui va concerner justement les délais. Donc, les délais que l'on a dans le logiciel, donc le délai de 48 heures pour transmettre l'accusé de réception, le délai de 14 jours pour transmettre la réponse. Donc, la personne nous demandait si on pouvait modifier ces délais ou paramétrer ces délais dans Qualitéval. Alors aujourd'hui, c'est pas possible. Les délais sont imposés, figés, inscrits par défaut en fait dans le logiciel. Ce sont des délais notamment qu'on retrouve dans le traitement des réclamations au niveau sanitaire, dans certains textes de loi également. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sanctions si vous dépassez ces délais. Hein. Je parle sous ton couvert, Cynthia. Mais c'est vrai que c'est pertinent d'essayer de répondre rapidement. Et puis, dans certains cas, il y a des niveaux de priorité qui vont vous imposer d'avoir des délais de réponse plus rapides que ceux qui sont proposés dans le logiciel. Mais ça permet aux professionnels, voilà, d'avoir des rappels et de ne pas laisser traîner des dossiers ad vitam non plus. Donc, ça va vous permettre de catégoriser et d'avoir une dynamique sur la gestion de vos dossiers.
Et oui, et ça permet aussi, d'avoir une ligne de conduite, parce que, parfois, on laisse traîner des plaintes et des réclamations ou alors elles ont déjà été traitées et en fait, on n'a pas formalisé le retour au plaignant. Donc ça permet quand même, avec ces délais, de pouvoir s'astreindre, et de pouvoir aussi, diffuser ce délai à l'ensemble des professionnels et à l'ensemble des membres du CPS. C'est ça, ça peut tout à fait être repris dans la procédure de traitement des réclamations au niveau de la structure. Donc ça, n'hésitez pas à l'intégrer. Après, si j'ai un besoin de personnalisation pour avoir une évolution du logiciel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on s'est fixé ces délais-là, qui sont pas contraignants, mais qui sont indicatifs avec, comme Cynthia vous l'a présenté, des alertes si jamais vous les approchez ou vous les dépassez. Alors, question suivante, qui va concerner la différence entre les plaintes et le module incident, donc les événements indésirables. Alors là, la question est tournée, quelle est la différence entre un EIG, donc un événement indésirable grave, et une plainte et réclamation? Alors, je pense qu'on peut élargir un petit peu la question, quelle est la Mmh. différence entre un événement indésirable et une plainte et réclamation? Alors, déjà, les événements indésirables, à la base, c'est déclaré par les professionnels. Ce n'est pas déclaré, du coup, par les personnes accompagnées. Un événement indésirable grave, ça nécessite une déclaration, du coup, aux autorités compétentes. Une plainte peut nécessiter aussi, une déclaration. On peut avoir des plaintes qui sont, déclarées, aux autorités. La plainte, bien sûr, on fait la différence. La plainte, c'est quand à un moment donné, on va, porter plainte, on va, donner du coup notre plainte à un organisme, comme on a vu tout à l'heure. Sinon tout le reste, donc c'est possible que la plainte puisse, déclencher effectivement, on va dire, l'événement indésirable grave. Par contre, tout le reste, toutes les réclamations, c'est un petit peu vos réclamations du quotidien. C'est-à-dire, je ne suis pas satisfait de la restauration, je ne suis pas, du coup, satisfait du traitement de mon linge, et cetera. Toutes ces parties-là, ça sont toutes ces questions-là, relèvent donc des réclamations. Et effectivement, on fait bien la différence au niveau des critères impératifs de la HAS. Donc tout ce qui est événement indésirable, relève donc de la déclaration des professionnels et tout ce qui relève des plaintes et des réclamations, relève de la déclaration donc, des personnes accompagnées et de leur entourage. Tout à fait. Bah, écoute, je te remercie pour cette réponse. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, question qui va traiter de l'anonymat, enfin, ou du cas où on reçoit une plainte anonyme. Donc, la personne nous demande comment trace-t-on une plainte anonyme, c'est-à-dire dans le cas où on n'a ni email ni adresse postale. Alors, je vais peut-être Je vais commencer te à laisser. répondre Ouais. et puis je te laisserai compléter au besoin, Cynthia. Donc, en effet, aujourd'hui, dans le logiciel, on ne peut pas tracer une plainte enfin, on peut pas. On peut toujours tracer une plainte anonyme, mais c'est vrai que le logiciel est prévu pour avoir une plainte où on a les coordonnées de la personne. Alors, soit le mail, soit l'adresse. Les deux sont pas obligatoires, hein, c'est l'un ou l'autre. On peut renseigner les deux, ce qui vous permet de choisir la méthode de réponse, mais en général, voilà, on va répondre à la personne par la méthode qu'elle a utilisée pour nous contacter. Donc, à une demande électronique, on va souvent répondre par mail. Une demande papier ou registre sera plutôt adressée de la main à la main si c'est le registre et que c'est un résident, et sinon un envoi postal, donc une version papier. Dans le cas où on aurait, par exemple, dans un registre, quelqu'un qui signale une réclamation mais qui n'indique pas ses coordonnées, alors deux choix. Le premier, ça va être est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on arrive à retrouver la personne ou pas? Si jamais on n'a aucune information sur la personne, on peut toujours indiquer en nom anonyme et puis mettre l'adresse de l'établissement pour assurer la traçabilité du dossier. Le pourquoi l'adresse mail ou l'adresse postale est nécessaire, c'est que, comme l'a expliqué Cynthia précédemment, il y a une obligation de réponse à la personne et de traçabilité de cette réponse. Et si vous n'avez pas moyen de contacter la personne, le dossier, est-ce qu'on peut vraiment le suivre? Est-ce qu'on peut réellement assurer sa traçabilité? Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Oui. Voilà, je ne C'est sais pas vrai, si c'est un peu comme les événements indésirables. Le problème, c'est que si on n'a pas, du coup, le plaignant, quand on fait la déclaration des événements indésirables de manière anonyme, c'est vrai que,
c'est difficile de pouvoir faire un retour au plaignant, avec vraiment les actions concrètes que l'on a décidé de mettre en place. Voilà, sachant qu'évidemment, si c'est, bah, si je poursuis mon exemple, donc une information notée dans le registre, mais de manière anonyme où la personne n'a pas indiqué son nom ou ses coordonnées, si jamais il y a un retour sur le traitement de cette réclamation ou de cette plainte, ça peut se faire aussi par affichage, ça pourrait se faire au CVS, voilà, pour essayer de remonter l'information à la personne, même si on ne connaît pas son identité. Oui. Alors, question suivante. Est-ce qu'on reçoit un mail? En gros, est-ce qu'on est notifié lorsque une nouvelle réclamation est ajoutée dans le logiciel? Donc oui, Oui. les responsables qui seront désignés en tant que responsables du module plainte dans le logiciel vont recevoir par mail, évidemment si leur mail est renseigné dans le logiciel, donc vérifiez bien dans votre fiche personne que votre email est correctement renseigné. Mais à ce moment-là, oui, dès qu'il y a une nouvelle réclamation d'un formulaire en ligne, vous êtes informé immédiatement par mail et vous pouvez vous connecter au logiciel pour traiter et avancer le dossier, notamment pour faire la première étape qui est d'accuser réception auprès de la personne. Donc ça, c'est intégré au logiciel. Alors, question suivante. Donc là, c'est quand aurons-nous accès à la partie plainte et réclamation? En fait, vous y avez déjà accès depuis le mois de janvier. C'est un module qui a été ajouté au début de l'année, donc qui était en version bêta, mais parfaitement accessible et que vous pouviez déjà utiliser et qui est sorti de la bêta il y a quelques jours. Donc, c'est un module que vous pouvez déjà utiliser et on a de nombreux clients qui l'utilisent déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois maintenant. Voilà, donc lorsque vous êtes client du logiciel Qualitéval, vous avez pleinement accès à l'ensemble des modules et donc à ce module plainte est évidemment intégré dans l'offre logicielle. Alors, dernière question. Donc là, tu l'avais évoqué dans ton introduction, on va parler des commentaires qui peuvent être portés sur Internet. Donc, quelle est la démarche à suivre pour une plainte via un avis Google d'un membre de la famille, d'un patient ou d'une personne que l'on ne connaît pas, mais qui connaît la famille du plaignant? Donc OK, là, c'est donc le cas vraiment du commentaire qui est du déposé sur commentaire. Internet. Voilà, et effectivement, dans le commentaire Internet, on va pas forcément avoir, on va peut-être avoir Et un non. pseudo ou autre, et on va pas avoir directement l'information de la personne. Bah, alors effectivement, ça va dépendre aussi de ce que l'on a dans notre, commentaire, bien sûr, dans notre commentaire Google. On a la possibilité de le reporter malgré tout parce qu'on a la catégorie indéfinie pour pouvoir intégrer donc, ce commentaire-là. On peut le récupérer et l'intégrer dans notre registre. Selon ce qu'il y a, on peut faire, un élément de réponse. Il y a la possibilité de pouvoir répondre à certains avis Google, hein, directement. Vous pouvez le récupérer et l'intégrer, dans Qualitéval. Après, le problème, ça sera au niveau, de la personne, je me mets dessus, quand on aura du coup l'adresse de courriel et l'adresse postale, on ne pourra pas rentrer, du coup, on ne pourra pas ne rien rentrer. C'est soit l'adresse courriel, soit l'adresse postale, Et dans si je ce me cas-là, trompe. on peut mettre une Voilà. adresse postale qui peut être fictive, On peut mettre celle peut-être de le nom du l'établissement. site internet ou oui, et puis sinon Voilà, indiquer l'origine ou quelque chose comme ça. oui. On peut toujours se débrouiller. Le logiciel n'est pas bloquant à ce niveau-là, hein. Il n'y a pas de vérification sur l'adresse postale. Donc, si vous avez besoin de mettre quelque chose, c'est l'option à retenir. Vous pouvez vous en sortir en cas d'anonymat en renseignant une adresse postale et du coup, ça vous permettra de gérer une réponse comme si vous aviez envoyé un courrier postal. Oui et c'est surtout qu'au niveau de l'origine de la déclaration, on a la partie internet, donc on peut récupérer, directement, l'origine avec marqué le fait qu'on ait et copier-coller, le commentaire de Google ou autre.
C'est ça, et comme tu le disais, effectivement, via le site sur lequel est porté le commentaire, on a peut-être la possibilité, petit 1, d'y répondre, hein, comme tu le disais. Bien Petit sûr. 2, de demander un complément d'information à la personne pour essayer de savoir de qui il s'agit, ou tout du moins quelle est la personne accompagnée qui est concernée. Et peut-être que dans le commentaire, on a l'information sur la personne accompagnée concernée, auquel cas on pourra toujours chercher à apporter la réponse à cette personne ou à ses proches. Oui. Et à ce moment-là, il y a des chances que ce soit les personnes qui aient déposé le commentaire. Oui, et après sur Qualitéval, on peut très bien noter on a demandé un entretien, par exemple, avec la famille et que du coup, on a juste, fait un entretien, physique avec la famille par rapport aux commentaires, voilà. Ou après, si la personne n'est plus là, ou du coup que la personne, par exemple, est décédée ou n'est plus là, et ben, nous, on se contente de répondre, tout simplement, à l'avis qu'on a pu avoir. Voilà. Le but, c'est d'avoir de la traçabilité. Donc, effectivement, si vous répondez à Exactement, l'avis, on peut faire des captures d'écran, on peut les joindre en éléments de preuve dans l'analyse ou dans le suivi, en indiquant que ça correspond à la réponse. Donc, la réponse peut tout à exactement. fait être apportée directement sur le site. Le but de la démarche, vous l'avez bien compris, hein, c'est ce que Cynthia vous a expliqué dès le début, c'est d'assurer la traçabilité pour pouvoir répondre notamment aux différents critères impératifs de l'objectif 3.12. Exactement. Alors, question suivante. Donc, comment clôture-t-on une plainte avec l'envoi de la réponse uniquement? Alors, en fait, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, Oui, Cynthia. Effectivement, le but, normalement, c'est d'apporter une réponse à la personne. Suite à l'envoi de cette réponse, le logiciel va vous poser la question si la réponse satisfait ou pas la personne. Là encore, à vous de juger, voilà, quel est le délai de réponse acceptable. C'est-à-dire, vous pouvez vous laisser là encore une quinzaine de jours pour que la personne puisse vous indiquer si les suites données la satisfont ou pas. Euh, Là, il n'y a rien d'imposé dans le logiciel, mais voilà, c'est quelque chose qui semble cohérent avec les délais précédemment employés pour le traitement du dossier. Si jamais, donc là, on a deux cas. Donc, si jamais la réponse est satisfaisante, effectivement, on va arriver à la clôture du dossier qui sera archivé pour évidemment garder la traçabilité de tout ce que vous avez fait. Et si la réponse n'est pas satisfaisante, comme vous l'a indiqué Cynthia, on repart sur un cycle d'analyse et de nouvelles réponses, en gros jusqu'à ce que la réponse satisfasse la personne concernée. exactement. Alors, une autre question. Donc, quel conseil donneriez-vous pour tracer dans Qualitéval les courriers de satisfaction reçus en pièce jointe lors de notre AE HAS, donc auto-évaluation, pardon, HAS, C'est ça. euh, et pour correspondre aux critères 3.12. Donc, effectivement, on en avait déjà parlé avec Madame Perron qui pose la question. On a échangé avec Cynthia. Donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, il n'y a pas dans les critères 3.12, et comme l'a rappelé tout à l'heure Cynthia, il n'y a pas forcément de notion de satisfaction. Donc là, on est vraiment dans la traçabilité des réclamations ou plaintes, donc plutôt des aspects négatifs enfin des points négatifs qui peuvent être remontés. Pour tout ce qui est points positifs, il n'y a pas vocation à le tracer dans ce registre-là. Ça peut être tracé dans d'autres fichiers, outils. Ou Voilà. alors le faire, dans le module, enquête, et essayer de trouver le module enquête, de créer une enquête, en lien avec les satisfactions, essayer de voilà, de le faire passer par le module enquête. On pourrait créer le formulaire, par rapport à ça, quoi. Oui, ce Donc qui pourrait élément de être satisfaction ou courrier de satisfaction, recueilli, et peut-être le tracer, via ce module, hein. tout à Mais là, fait. le module plainte et réclamation ne permet pas ça. On est vraiment sur du mécontentement, de l'insatisfaction. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'avais conseillé à Madame Perron, mais qu'il a encore un léger détournement du logiciel, ça va être de les classer en sans suite, ce qui vous permettra d'avoir Ouais. des statistiques des sans suite. Mais dans les sans suite, vous pouvez avoir différents cas. Ça peut être effectivement ces courriers de satisfaction qui ne seront pas suivis
qui se retrouvent en sans suite. On peut avoir d'autres cas qui sont des vrais sans suite, qui sont soit du spam, soit des demandes qui ne correspondent à aucun cas qu'on a pu voir ou qu'on a tracé. Donc c'est vrai que l'option d'ouvrir une enquête de satisfaction peut-être permanente via un QR code qui permet d'avoir accès voilà, à un mini formulaire permettant de donner un avis positif ou, comme tu as pu me le suggérer, Cynthia, c'est peut-être d'ouvrir un livre d'or au niveau de Mmh. l'établissement, que les gens puissent indiquer leur satisfaction et que vous ayez une traçabilité sur ces éléments-là, qui sont en effet toujours des points positifs, notamment à transmettre à l'équipe pour, voilà, pour la satisfaction des personnes accueillies et des proches. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Non, j'en avais raté une. Alors, excusez-moi, donc effectivement, j'avais raté une question. On va y revenir. Donc, comment traiter le retour dans le secteur enfant avec déficience intellectuelle? Le retour formel par courrier ne semble pas adapté à ce public. On peut complètement faire un retour oral, hein, ou un retour adapté à la personne accompagnée sans problème. Il faut pas oublier la culture de l'oral, il faut pas oublier bien sûr la prise en charge adaptée de nos personnes. Bien sûr qu'on va peut-être pas lui envoyer un courrier, mais en tout cas, nous, on va juste tracer comme quoi on a fait un retour adapté à la personne. Tout simplement. On peut avoir, par pas mal de retours qui soient faits tout simplement par le biais de l'oral donc ça, on ne l'oublie pas. Juste, nous, on se contente de le noter dans notre registre, comme quoi le retour a été fait oralement ou de manière adaptée, par rapport à la personne accompagnée. Voilà, peut-être en listant les informations qui ont été transmises à la personne et en indiquant que c'est une réponse par courrier, mais voilà, ça permet de formaliser, d'avoir une trace dans le logiciel, même si derrière, vous avez indiqué dans le commentaire qu'effectivement, ça a été transmis à l'oral et pas en version écrite. Oui, dans le courrier, on peut dire qu'effectivement, la réponse a été transmise à l'oral par le biais de son référent, par exemple éducatif ou autre. Nous, ça nous permet de garder une traçabilité de ce courrier de réponse. Ça nous permet de l'avoir dans notre registre des réclamations. Ça ne nous empêche pas, en commentaire, lorsqu'on met en place nos actions correctives, de dire que, par exemple, ça a été transmis par le référent éducatif ou autre. Voilà. Après, je sais pas, selon les cas, la réponse peut être aussi complétée, transmise à la famille. Bien sûr, Voilà, ça dépend complètement. vraiment des cas de figure. Il faut vraiment voir ce registre des réclamations comme quelque chose de très large qui nous permet quand même de pouvoir avoir une traçabilité des informations qu'on va rendre en fait, aux plaignants. Donc si la personne ne peut pas recevoir de courrier ou de courriel, bah, nous, on indique quand même en commentaire ce que l'on a fait, comme retour. C'est surtout ça en fait qu'ils veulent voir la chaise, c'est que vous ayez, vraiment, ce système un petit peu, de déclaration, des réponses et d'analyse. C'est exactement pareil dans les événements indésirables. Voilà. Donc le but étant évidemment, au travers du logiciel, de vous accompagner dans ces différentes étapes, de formaliser ça, de vous guider et puis, de pouvoir, comme Cynthia vient de le dire, avoir tous les éléments de preuve, pour, peut-être, montrer ça à vos évaluateurs lors de l'évaluation externe ou aux autorités de tutelle, si jamais, il y a des contrôles qui sont faits sur votre structure. Voilà, alors je crois qu'on a fait le tour des questions. Vous avez répondu également, je vous avais poussé quelques éléments de sondage. Alors, pour ceux qui veulent plus d'approfondissement, vous aurez la possibilité, alors j'ai peut-être été un petit peu vite sur cette diapo, on va rester sur celle-ci. Donc vous aurez la possibilité, on va ouvrir des formations en inter, spécifiquement sur le module plainte, également sur un autre module qui va être rénové dans les prochains mois. Donc le 9 septembre et le 11 octobre, vous avez la possibilité de nous contacter pour vous inscrire à des formations inter. Donc il y aura une journée de formation qui recouvrira d'une part le module plainte et d'autre part le module document.
qui permet de gérer tous les documents électroniques et la GED, la gestion électronique de documents, au niveau de la structure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer, être formé sur ces deux modules. Voilà, donc au travers d'une formation en inter avec 2 dates qui sont bloquées à la rentrée, spécifiquement pour ces formations-là. Donc, je le rappelle, le 9 septembre et le 11 octobre. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, prochain webinaire au mois de mai. Cette fois-ci, on parlera du plan bleu. Je serai accompagné de Charlotte Bouget. Donc, mettre à jour son plan bleu avant le plan national canicule. On abordera ça le mardi 28 mai et vous aurez la possibilité de vous inscrire. Alors, pour les clients, à partir du début mai et pour les autres personnes, à partir de la mi-mai à peu près. Voilà, donc comme d'habitude pour les clients, rendez-vous dans le centre d'aide. À partir de début mai, vous aurez le bouton pour vous inscrire directement à ce nouveau webinaire. Donc n'hésitez pas à participer, surtout que ce sera la première fois qu'on abordera le plan bleu. Donc des informations pertinentes à recueillir là encore. Je vous remercie tous. Merci Cynthia pour toutes les Avec informations plaisir. données aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation avec les questions nombreuses, les échanges dans le chat et rendez-vous au mois de mai, donc le 28, pour le prochain webinaire sur le plan bleu. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.